Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur mon compte Instagram, c'est l'heure de notre live avec Marie Charelle qui demande tout de suite à venir nous rejoindre, donc c'est parfait. Alors c'est toujours ce moment délicat où on ne sait pas bien comment on fait pour récupérer. Ah voilà, voir la demande. Voilà Marie. Elle devrait arriver. Alors, que se passe-t-il? Oui. Bonjour. Bonjour Marie. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Alors, je suis désolée, vous êtes légèrement à contre-jour. Vous avez une grosse lumière juste derrière vous. Oui, alors je sais pas comment faire autrement parce qu'en fait je suis dans une petite salle du journal avec Oui. un fond pas très beau. Désolée, c'est jaune. Et si vous vous mettiez face à la lumière? En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'après j'ai rien pour poser le téléphone. Sinon, je vais essayer comme ça, peut-être c'est mieux. Ah voilà, c'est bien. Ouais. Qu'on voit votre joli minois quand même. Allez, j'essaye de caler le téléphone. Hop, hop, hop. Voilà, on s'en fout du décor. Ce qui compte, c'est qu'on puisse vous voir. Hop là, je vais y arriver. Désolée, ça bouge encore un peu. Hop. C'est pas grave. Prenez votre temps, ça laisse à nos abonnés la possibilité de nous rejoindre tranquillement. Hop là, on va y arriver. Ouais, c'est pas évident de trouver un endroit au calme. Oui. Et chez moi, c'est pas calme. Là, il y a des enfants qui sont gardés en garde partagée, donc c'est très bruyant. C'était pas l'idéal. D'accord. Bon, alors donc, si je comprends bien, nous sommes dans les locaux du Monde. Voilà, oui. Carrément. Un honneur, merci. Alors, j'étais en train de dire que, voilà, c'était un live Instagram avec vous. Vous êtes journaliste, donc au Monde, hein, voilà, je viens de le dire. Et vous êtes l'auteur d'un livre vraiment passionnant qui s'appelle « Qui a peur des vieilles ?» Alors, j'avoue, à ma grande honte, que je ne l'ai pas parce que je l'ai en numérique et il est sur le téléphone que j'utilise pour faire ce live. Est-ce que vous avez réussi à en récupérer un exemplaire? Alors non, parce que pareil, ils sont à la maison, j'en ai pas pris. J'ai juste pu imprimer la couverture pour donner quand même une idée Voilà. de la couve, et avec cette belle danseuse sur qui on avait flashé. Avec les éditrices, parce qu'on trouvait qu'elle dégageait à la fois de l'audace, du défi, de la fierté. C'était vraiment l'image qui nous convenait, quoi, qui collait au bouquin. Voilà. Et ben voilà, alors aux éditions Les Pérégrines, on va le préciser, c'est important. Et c'était justement ce que je voulais vous demander en tout premier lieu, cette couverture et ce titre qui sont proprement incroyables. Donc on l'a dit, cette femme extrêmement fière, et du coup, qui renvoie bien au mot peur, parce qu'une femme comme ça, si fière d'elle, effectivement, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. C'est vrai il y a beaucoup de sens derrière ce peur. Il y a la peur de, en effet, cette liberté, cette indépendance, la peur que certains peuvent éprouver par rapport aux rides, au déclin, et la peur presque physique que peut-être certains hommes, comme Yann Moix, peuvent manifester à l'égard des femmes mûres. Il y a la peur aussi des femmes de vieillir malgré tout, et tout ce que ça a pour conséquence. Donc, voilà, donc il y a beaucoup d'ambivalence dans ce mot. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi le mettre dans le titre, avec bien sûr la référence à Virginia Woolf en arrière-plan, quoi. Alors, vous êtes toute jeune, je ne sais pas si vous voulez bien que je dise votre âge. Bien sûr. Oui, donc vous avez 39 ans, c'est ça? ça Vous en aviez 37 au moment où vous avez écrit ce livre. Qu'est-ce qui vous a pris de vous préoccuper de cette question du vieillissement, vous qui en êtes si loin encore? Alors, il y a beaucoup de chemins m'ont mené à ce livre, mais il y en a un notamment qui est que, désolée, le téléphone glisse, j'ai pu constater que beaucoup de femmes autour de moi, y compris des femmes beaucoup plus jeunes, de 20 ans, avaient peur déjà de vieillir, avaient peur des rides. Et je me rappelle d'une amie qui m'a dit cette expression, j'ai la phobie de la vieillesse, comme si c'était une maladie horrible, alors que
tout le monde y passe et que c'est quand même le lot commun de l'humanité et c'est la vie et c'est peut-être une des choses les plus naturelles qui soient. Donc il y a eu ce moment où on dit mais pourquoi des femmes jeunes ont déjà peur de ça? Qu'est-ce que ça cache? C'est quoi ces injonctions encore qu'on nous a mis dans la tête depuis l'enfance? Et puis moi aussi, j'ai éprouvé ces peurs-là. À un moment, je me suis dit, oh là là, ça y est, je commence à voir des rides, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai ressenti cette peur. Je me suis dit, attends, ça va pas du tout avec ce en quoi je crois, mes convictions, ce à quoi j'aspire. Et pourtant, moi aussi, je ressens ça. Donc, qu'est-ce que c'est encore que ces injonctions qu'on a intériorisées qui font qu'on a cette peur-là, ouais, comme si c'était une maladie ou la fin ou la sortie de la vie, alors que c'est pas le cas. Voilà, donc c'était vraiment un des débuts des réflexions qui ont mené à ce bouquin. Alors souvent, on met la date butoir de la ménopause comme étant chez la femme la date fatidique et marqueur du basculement dans la vieillesse. Et on va voir avec vous que heureusement, on n'est ni vieille, on n'est pas vieille ni à 50 ans, ni même à 60 ans. Mais bon, c'est la date charnière que tout le monde utilise comme référence. Euh, et vous en êtes loin, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, ça vient d'où cette peur incontrôlée, incontrôlable, cette angoisse alors de la ménopause du coup qui derrière amènera la vieillesse. Et moi je m'évertue à dire que non, c'est pas la fin du monde, mais personne ne m'entend visiblement. Enfin, c'est un discours qui a du mal à passer. Ouais, c'est le jeunisme et c'est le fait que la norme aujourd'hui du corps féminin tel qu'il est censé être objet euh, de fantasmes et de projections est un corps de femme jeune, parfois presque adolescent ou sans âge, et que dès qu'on s'éloigne de ce corps-là, par les kilos, par beaucoup de choses qui font qu'on n'est pas dans ce critère-là de beauté, on n'est plus on n'est plus dans la norme, on n'est plus joli, ou en tout cas on n'est plus censé l'être. Et il y a toutes ces injonctions-là dont le jeunisme est une des phases et qui fait que beaucoup de femmes, quand inconsciemment, parce que c'est vrai que tout ça est intériorisé, peuvent le vivre comme une angoisse de s'éloigner de ce corps-là. Et chez les jeunes femmes, on le voit aussi par beaucoup de manifestations sur l'obsession des kilos ou toutes ces normes physiques qu'on voit régulièrement apparaître sur Instagram, comme le taille gap, l'écart type entre les cuisses qu'il faut mesurer, sinon si c'est pas ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, on est moche, ou on se vit comme moche. C'est vraiment cette espèce de dictateur extérieur que beaucoup de femmes, que les femmes ont intériorisé en fait, qui est ces normes sociales qu'en fait elles s'imposent à elles-mêmes, et qu'elles ont vraiment intégrées comme cette espèce d'œil intérieur qui dicte comment il faut être et qui fait que c'est quand même très difficile d'être satisfaite de soi. On se trouve toujours quelque chose qui ne va pas et c'est à la limite de la dysmorphophobie. Hein. C'est ça qu'on appelle quand on ne se voit pas tel que l'on est. On se voit trop grosse ou trop ci ou trop ça. Ou si c'est pas ça, on n'aime pas ses cheveux. Ou si c'est pas les cheveux, c'est les oreilles. Enfin, il y a très peu de femmes, je trouve, qui se disent, en tout cas dans les jeunes en particulier, parfaitement heureuses et parfaitement satisfaites de la façon dont elles sont physiquement. Et c'est affreux parce qu'après des années de féminisme, on pourrait s'attendre à ce que les femmes se soient libérées de toutes ces injonctions et de cette normalisation du corps de la femme qui n'est qu'un fantasme. On sait très bien que ce corps idéal n'existe pas, que parfois pour faire une publicité, on prend plusieurs morceaux de femmes et qu'on les photoshop ensemble pour faire un être hybride et qui n'est pas réel. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Alors, c'est votre enquête, c'est d'où ça vient cette façon de se plier aux désirs des autres et aux injonctions des autres. Est-ce que vous avez trouvé des réponses à cette question? Est-ce que vous avez compris d'où ça venait et comment des jeunes femmes qui sont censées être éduquées au XXIe siècle peuvent encore se soucier de ces injonctions et être en lutte permanente avec ce qu'elles sont, avec leur physique et leurs cheveux, leurs yeux, leurs hanches et tout le reste? Alors, je rebondis sur des commentaires que j'ai vu passer sur la peur de la mort. C'est vrai qu'il y a la peur de la mort aussi dans la vieillesse. Ouais, je voulais vous en parler après. Oui.
mais pas des mais alors si la peur de la première ride c'est déjà la peur de la mort, ça va quand même un peu loin. Et puis les rides on en a finalement assez vite. Donc si je pense il y a pas que ça dans l'extrême vieillesse, oui, mais et dans il n'y a pas que ça. Ce serait trop simple si c'était que ça. Et d'où vient ces injonctions, c'est du coup, il y a beaucoup de choses. Il y a le fait que dans l'imaginaire collectif, si on fait très très court et très très schématique, il y a cette idée que la valeur d'une femme, c'est d'être capable d'enfanter, de donner la vie, et qu'au-delà, elle ne vaut plus rien. Donc, passer la ménopause, elle ne vaut plus rien. Et pire que ça, si elle vit encore, et pire que ça, si elle a encore du désir, une libido, c'est forcément une sorcière. C'est forcément qu'elle est Voilà. en proie à des forces supérieures qu'elle ne maîtrise pas. Enfin, toute cette imagerie-là, en fait, elle traîne encore dans les inconscients. Et donc, cette idée qu'une femme perd sa valeur quand elle a passé la ménopause, voire même un peu avant, quand c'est ne jugée plus acceptable d'enfanter, alors qu'on n'a pas l'équivalent chez les hommes. Bien sûr, il y a aussi de l'agisme chez les hommes, mais il y a quand même beaucoup plus cette idée que les cheveux blancs chez les hommes, c'est la sagesse, c'est l'expérience, il y a tout un registre de vocabulaire et d'image qui est beaucoup plus positif, il y a beaucoup moins d'équivalent chez les jeunes femmes. Donc, il y a tout ça qui traîne un peu et qui se cumule avec beaucoup d'autres choses, avec évidemment le marché aussi de l'anti-âge ou du pro-âge, je ne sais plus quel est le mot qui change tout le temps, mais le fait que C'est c'est ça. devenu un C'est marché et donc anti-âge. euh, Ouais, on ne pardon. cesse d'avoir des nouvelles crèmes ou des choses comme ça qui, dès 20 ans, luttaient contre l'apparition des rides, sont même pas lutter contre les rides, c'est avant, donc en fait, ça n'en finit jamais. Donc tout ça renforce un peu cette idée qu'il faut avoir peur des rides comme si c'était la fin. Alors comme vous dites exactement, c'est pas la fin. Donc lutter contre cette idée, voir d'où elle vient, voir que c'est quand même aussi un peu de reliquat du patriarcat qui met une valeur, une date de péremption sur le corps des femmes. Bah non, non. Mais c'est difficile à déconstruire parce que les normes sur le corps, c'est aussi une façon d'être accepté en société. Si on pousse un peu à l'extrême, c'est quand même difficile euh, de se faire sa place dans la société si on rejette complètement tout ça et qu'on va à l'extrême et qu'on s'habille n'importe comment et qu'on se lave pas donc on est obligé dans la vie en société de coller aux normes d'une certaine façon. La question c'est en être conscient, s'en détacher, accepter certaines, pourquoi pas les assumer, parce qu'on peut aussi avoir envie voilà, tout n'est pas bon à jeter, mais en tout cas d'avoir ce petit pas de côté, cette petite distance qui fait qu'on le vit bien et qu'on ne le vit pas comme un diktat qu'on n'a pas vraiment verbalisé et que du coup peut être une source de souffrance assez grande, quoi. Oui, parce qu'il y a quand même un juste milieu entre se négliger complètement et être excessive avec ses rides, son image et son corps. On peut c'est désagréable pour tout le monde de vieillir. Personne ne va vous dire chouette, j'ai des rides, j'ai la peau qui se pète la gueule, super, tout va bien. En même temps, oui, il faut l'accepter parce que vieillir, c'est être vivante. Et puis, il y a quelques petites astuces pour rééquilibrer tout ça et pour faire en sorte que la décrépitude ne soit pas trop pénible. Et donc, améliorer l'ordinaire, mais accepter quand même ce qui nous arrive parce que on n'a pas le choix de toute façon. Et moi, j'ai été en but à des moqueries dans mon ancien travail de jeunes qui trouvaient que voilà, mémé, il faut que tu dégages quoi. Et ma seule satisfaction, c'était de me dire qu'ils étaient les prochains sur la liste et que eux aussi un jour allaient être confrontés à cette situation. Voilà, c'est ce que tout le monde devrait comprendre. Comme vous l'avez dit dès le début, c'est inévitable, c'est inéluctable, ça fait partie de la nature humaine. Et, et comment faire pour l'accepter? Comment faire pour que des filles de 20 ans arrêtent de se martyriser avec cette histoire de la beauté et du corps parfait, quoi. Et puis derrière tout ça, enfin, comme vous dites, c'est ce dégage mémé, enfin, c'est cet agisme qui est en entreprise. Euh, c'est quand même violent parce que ça veut dire que le savoir, l'expérience est dévalorisé derrière tout ça. Et Tout alors à fait. pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Déjà, c'est quand même une sacrée perte parce que l'expérience, que ce soit en entreprise ou, ou au sens large, si on s'en débarrasse, mais alors qu'est-ce qui nous reste? Et quid de la transmission? Donc il y a quand même tout ça aussi
qui est assez problématique, je trouve, et qui dit... enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, en même temps que je comprends très très bien, mais cette idée que on se débarrasse des vieux ou des vieilles en entreprise parce qu'ils coûtent trop cher. Et puis après, Oui, quand on se c'est rend souvent compte ça qu'il la y a un raison, hein. manque de savoir, alors du coup, on va prendre des consultants extérieurs. Enfin, il y a quand même Mm. beaucoup de choses qui sont assez folles derrière tout ça, mais là, c'est particulier au monde de l'entreprise. Mais au sens large, c'est vrai qu'il y a une vraie perte dans la transmission du fait de dévaloriser l'expérience et le savoir qui vient avec les années. C'est que du coup, il y a une vraie perte aussi de substance. Mm. En même temps, moi, je me suis rendu compte dans ma propre expérience que ce que j'avais à transmettre et ce que j'avais à proposer, tout le monde s'en foutait royalement, ça ne les intéressait pas, parce qu'il y a aussi ce décalage, et vous le dites, et c'est une femme qui le dit très bien dans un des livres que vous citez. Alors, vous allez m'aider avec son nom, c'est Isabelle de Courtivron. Oui, Voilà, qui raconte dans ce livre, moi qui m'a bouleversée, qui m'a vraiment chamboulée. Au début, je me suis dit, je n'aime pas ce livre. Et puis bon, l'été où je suis devenue vieille, où elle s'est rendue compte qu'il y avait un décalage énorme, et ça arrive à d'autres femmes, ou peut-être à des hommes aussi, ce décalage énorme entre la jeune génération qui croit qu'elle sait tout et qu'elle n'a besoin de personne, et puis nous, avec notre bagage, notre expérience, qui les faisons suer plus qu'autre chose. Mais si je me réfère à quand j'étais jeune, j'en avais pas grand-chose à faire non plus de l'expérience des plus anciens. Je les respectais, je leur disais pas de dégager, mais je suis pas sûre que j'avais l'impression qu'ils avaient des choses à m'apprendre non plus, quoi. Est-ce que c'est pas normal que c'est le phénomène classique des générations aussi, quoi. alors c'est vrai dans une certaine mesure, et en même temps, il y a aussi pas mal de penseurs qui travaillent un peu sur cette idée qu'il y aurait une espèce de guerre des générations, le fameux OK boomer, il y en a marre, Oui. euh, qui, euh, qui est aussi une espèce de bulle médiatique qui correspond pas tant que ça à ce que vivent les gens dans leur réalité par rapport à leurs parents ou leurs grands-parents. Et c'est aussi instrumentalisé par plein de façons. Enfin, cette supposée guerre des générations qui fait régulièrement la une des journaux. Puis oui, il y a des sociologues comme Serge Guérin disent mais quelle guerre des générations? C'est pas parce Mm. qu'il y a un peu ce côté OK boomer qui existe comme ça que derrière, qu'est-ce qu'on voit? C'est les solidarités familiales quand même aussi. Donc il y a tous ces sujets-là sont assez complexes et il y a aussi beaucoup de parfois un peu des bêtises, je trouve. Et sur le fait de pas toujours respecter la parole des aînés, c'est vrai, ça c'est aussi, je pense que le fait quand on est jeune, on a envie de croire qu'on va découvrir, qu'on sait mieux, qu'on sait plus et qu'on sera mieux. Mais en même temps, Mm. il y a parfois il n'y a pas les institutions qui mettent forcément en valeur cette transmission. Je pensais à ça, moi, par exemple, sur les choses très féminines comme la grossesse ou la ménopause, où il y a assez peu de Mm. transmission de la parole entre femmes. En tout cas, dans beaucoup de femmes à qui j'ai pu parler, comme si l'idée que, en fait, tout ça, c'est de la science, tout ça, c'est une histoire de docteur. Donc une histoire quand même assez masculine. La ménopause, c'est très médicalisé, la grossesse c'est très médicalisé. Donc finalement, dans mon enquête des femmes enceintes à qui je parlais, elles disaient, mais moi je parle, je veux pas que ma mère me parle de son expérience parce que de toute façon, tout ce qu'on lui disait à l'époque, c'était des conneries. Aujourd'hui, on dit autre chose sur l'allaitement, ça change tout le temps, sur ci, sur ça. Je dis, mais là, on mélange un peu des choses qui sont de l'ordre du technique et du médical et des choses qui sont de l'ordre du vécu. C'est pas, Mm. oui, ça change tout le temps le discours scientifique, mais là, on parle pas de la même chose. Donc, je sais pas, je trouve qu'il y a aussi quelque chose parfois des confusions entre de quoi on parle quand on parle de l'expérience des femmes. C'est d'abord le vécu et pas uniquement des choses techniques ou scientifiques qui sont évidemment mises à jour régulièrement, quoi. Oui, et puis qui s'appuie aussi sur du vécu, sur des expériences de femmes que ces médecins ou ces chercheurs ont pu avoir. Euh, Ce que vous disiez, ça me renvoie à la définition de l'agisme que vous donnez dans votre livre, une définition de l'OMS. Donc c'est un truc
vachement officiel, quoi. Donc, ça nous dit ce qu'on sait à moitié, hein, que c'est une espèce de racisme qui s'exprime par des comportements discriminatoires envers les personnes en raison de leur âge. Je pense que toutes les femmes de 50 ans et plus en ont à un moment ou à un autre fait l'expérience. Mais moi, la phrase qui m'interpelle, c'est à la fin de cette définition où on nous dit qu'il y a comme une espèce de finalité sociale et économique et qu'on vise à légitimiser les inégalités entre les groupes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est institutionnalisé, que tout le monde le sait et que personne ne fait rien? Bah, d'une certaine façon, oui, ça fait un moment que l'OMS reconnaît ça comme une discrimination, hein, quand même, l'agisme. Qu'on est dans des sociétés qui vieillissent de plus en plus, qui basculent démographiquement vers des sociétés de vieux, quoi. Et il y a toujours cet agisme-là, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'institutionnalisé dans la survalorisation du corps jeune. Alors c'est vrai qu'il y a cette part de peur de la mort, etc. Mais en même temps, s'arrêter là, c'est quand même un peu court. Et puis si on a peur de la mort à partir de 45-50 ans, c'est quand même la moitié de la vie. Donc c'est un peu... En fait, c'est comme si ce que vivent les gens, et en particulier ceux qui vivent passer la retraite en bonne santé, était en décalage avec les représentations encore et l'idée qu'on est une société jeune. Je trouve qu'il y a un exemple que je dis dans le livre qu'avait écrit une collègue sur l'automobile, et ça m'a fait rire parce que je trouve que c'est assez vrai, qu'il parlait de l'acheteur moyen des autos en France qui a plutôt 55 ans, mais dans les pubs de voitures, c'est quand même souvent plutôt des trentenaires ou des vingtenaires qui roulent dans des pays merveilleux, comme si voilà, c'est pas ce qu'est l'acheteur d'aujourd'hui. Alors oui, il faut faire rêver. Enfin, faire rêver, c'est pas que montrer des corps jeunes, parce que dans ce cas-là, on va tous finir à moitié fous d'avoir à l'écran des créatures qui ne ressemblent pas à ce que nous sommes. Qui ne sont pas réels. Alors, le temps passe. On va revenir à votre livre. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent. Je voudrais signaler qu'il y a un petit concours à l'occasion de ce live et la possibilité de gagner un exemplaire de Qui a peur des vieilles de Marie, ici présente, que vous dédicacerez, j'imagine. Merci pour elle. Donc, si vous voulez avoir une chance de remporter ce livre, eh bien, il faut écrire « Je participe » en commentaire et puis on tirera une personne au sort à la fin de ce live. Alors, on va revenir au début. Il y a 15 jours, je recevais Catherine Grangeard, qui est une psychiatre et qui est psychanalyste, et qui me disait « Oui, j'ai écrit un livre de psychanalyste. » Vous avez vraiment écrit un livre de journaliste, c'est-à-dire que vous avez mené une enquête, vous êtes allé interroger des tas de personnes, vous vous êtes énormément documenté, vous avez des tas de références, mais il y a quand même une anecdote, et j'aimerais bien que vous nous la racontiez, au départ du livre, qui est du vécu. Alors, évidemment, vous étiez sensibilisé au sujet par votre environnement, mais il y a quand même une chose qui vous est arrivée à vous personnellement. Et là, il y a un fantôme qui vous a rappelé à l'ordre, si je puis dire. Oui, j'ai voulu mettre cette anecdote parce que je pense qu'elle peut parler à beaucoup de personnes et de jeunes femmes, parce que je voulais que ce livre parle à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a eu ce moment où, comme je disais au début, moi aussi j'ai commencé à m'inquiéter des rides et du fait que voilà, mon visage marque de plus en plus et prend la trace des années. Et il y a un moment où j'étais chez le dermato et il y avait des pubs pour les injections partout. Et donc je lui demande, mais alors, comment ça marche? Et elle me dit, bah alors c'est très simple. Si par exemple le Botox, je vous pique ici, ici, elle me fait des petits traits. Et là, j'étais tentée. Je me suis dit, oh, allez, ça prend 5 minutes, personne ne saura. Et paf, j'aurais plus cette ride du lion qui apparaît. Et là, j'ai vraiment pensé à ma grand-mère très très fort. Je l'ai entendue. Ma grand-mère qui était... Elle vous a, voilà. elle vous a parlé? Ah ouais, vraiment. Elle s'est dit, mais tu me fais honte. Qu'est-ce que tu me fais honte? Ouais. Ce qu'elle me disait quand j'étais enfant, que je faisais des bêtises ou autres, et qui était une figure très très importante dans ma vie. J'ai passé beaucoup de temps chez elle quand j'étais petite, et pour moi, elle incarnait vraiment la liberté, quoi, parce qu'elle était, elle était drôle, elle se fichait d'à peu près tout, elle se fichait du monde, elle respectait pas grand-chose. Elle portait un blouson de cuir, elle avait une casquette, voilà, elle était elle rock'n'roll. était rock'n'roll, on rigolait beaucoup. Ouais.
Et quand je me rappelle vraiment très précisément, quand j'étais petite, je me disais, mais c'est ça, moi, je veux ressembler à elle. Je veux pas ressembler aux Mm. femmes qui travaillent comme ma mère, qui sont stressées, là, toujours, patati patata, se prendre la tête pour rien. Je veux pas être comme elle, je veux être comme mamie et me marrer comme elle le faisait. Donc c'était vraiment, j'aspirais à lui ressembler, quoi, et sauter la case vie active qui me semblait pas très intéressante. Et puis j'ai oublié tout ça. Jusqu'à ce moment chez la dermato, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Où je suis devenue moi aussi une femme active et stressée. Et pourquoi j'ai oublié Léa, ma grand-mère, et qu'est-ce que ça dit là aussi de la liberté à laquelle on aspire et qui fait qu'en fait on oublie un moment parce qu'on est pris par le quotidien et par ces injonctions qui reposent sur les femmes où il faut être top au boulot, top dans la vie amicale, top dans toutes les vies, jamais fatigué. Et c'est Toujours Shiva, prête, quoi. toujours en La forme. Mm. superwoman, en fait, si je pense qu'il y a quand même beaucoup Mm. de femmes qui pensent que c'est une forme d'achèvement. Je crois que je fais D'achèvement. un anglicisme, achievement, ouais, Achèvement, oui, de c'est ça. réussite, d'être Mm. ça. Et puis, en fait, on Mm. s'épuise et puis parfois, on n'est pas si libre que ça, quoi. Mm. Mhm. Donc, je le disais, un livre de journaliste, vous êtes allé voir tout plein d'experts, peu, ou vous avez vu des hommes aussi un peu? Il me semble que j'ai vu quelques hommes, beaucoup de femmes, c'est vrai, plus de femmes. Et c'était, comme vous dites, exactement un bouquin de journaliste parce que j'ai lancé un peu des pistes dans tous les sens. Au début, je me disais, mais tout ça, ça touche aux représentations du corps, à l'histoire, à la prise de parole publique. Donc j'avais plein d'idées qui partaient un peu dans tous les sens. J'avais lu beaucoup, beaucoup de livres aussi, euh, féminisme ou sur le cinéma. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de cibler large et parler aussi à des femmes de tout milieu, de tous les jours, des non-expertes, c'est-à-dire qui me parlent aussi de leur vie à elles et puis Mm. voir ce qui sort, et puis aussi parler de l'intime. Voilà, je voulais essayer d'avoir une vue un peu globale. Évidemment, c'est impossible sur un sujet comme celui-là, parce que dès qu'on ouvre une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. J'ai essayé d'en ouvrir pas trop. Et puis de faire un petit, oui, un tour d'horizon avec toutes ces paroles-là qui m'ont toutes enchantée, et d'autant qu'on trouve finalement des lignes de lecture communes avec aussi l'aspect économique, euh, des lignes communes, même dans des horizons d'expertise très différents, quoi, finalement. Donc c'est Mm. assez. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que vous ouvrez des tas de champs. Alors, il y a la sociologie, il y a l'économie, il y a les médias, il y a le cinéma. Qu'est-ce que j'ai noté? Enfin, à peu près tous les domaines de la vie publique, l'espace public aussi. Euh, c'est énorme et à chaque fois, on en revient toujours au même propos malgré tout. C'est toujours une question d'image de soi. C'est toujours les injonctions, c'est toujours quand tu es jeune, ok, tu es valide, et puis quand tu es vieille, on ne veut plus te voir. Dans tous les domaines, la presse, le cinéma, en entreprise, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a qu'en politique où on peut encore avoir une chance, parce qu'en politique, en général, quand on a 50 ans, on est considéré comme un débutant, quoi. Mais sinon, partout, la règle est la même. C'est démoralisant quand même, quelque part. C'est démoralisant, mais les lignes commencent à bouger doucement. Alors, pas assez vite, évidemment, on aimerait que ça bouge plus vite, mais quand même, je trouve qu'on parle de plus en plus de sujets, qu'il y a de plus en plus de femmes qui essayent de porter cette voix-là et qui commencent à être entendues. Alors, c'est très en retard par rapport, encore une fois, à ce que sont aujourd'hui les femmes de plus de 50 ans et comment elles se vivent. Vrai décalage avec la Mhm, façon dont elles sont représentées à l'écran dans la publicité, mais ça commence à mhm. bouger doucement. Donc, je pense qu'il y a quand même des raisons d'être optimiste, même si on aimerait que ça chahute un peu plus, quoi. Mm. Bah, il y a une anecdote qui est frappante. Vous interrogez une comédienne qui vous raconte que pour un rôle d'une femme de 50 ans, il s'attendait à voir l'équivalent d'une femme qui en aurait 75 ou 80. Et quand ils ont vu la femme de 50 ans de 2021 arriver au casting, elle était trop jeune finalement par rapport à leur représentation. Oui, il y a ça, et puis il y a d'autres qui disent, bah, pour un rôle de grand-mère, en fait, ils avaient en tête plutôt une femme de 50 ans. Donc, il y a un vrai problème de représentation sur qui décide quoi. Et puis surtout, c'est les comédiennes Catherine Pifaretti et Marina Tomei qui, dans la commission Mm. des tunnels des 50, travaillent beaucoup sur ça et qui montrent que les rôles
s'appauvrissent numérairement et qualitativement passé 50 ans pour les femmes au cinéma. Elles ont fait un sacré travail en vraiment comptant dans les films les rôles et en disant oui, il y a Catherine Deneuve, oui, il y a ces quelques comédiennes, Isabelle Huppert, etc., qu'on cite tout le temps, mais c'est tout. Et toutes les autres Oui, disparaissent. Alors en c'est fait, toujours, ouais, et c'est un vrai pardon, c'est problème. toujours l'arbre qui cache la C'est forêt. Il y en a exactement une ça. et puis derrière, on s'en préoccupe pas. Alors moi, j'ai vu quand même récemment 2 films sur Canal+ qui m'ont enchanté quand même. C'est L'étreinte avec Emmanuel Béard, qui parle de la Oui, renaissance d'une femme de plus de 50 ans après la mort de son mari. Et puis Chanson douce, qui est un film absolument tragique, mais où on voit Karine Viard nue quand même. oui, ça. Ouais. C'était impensable il y a encore quelques années, une femme de 50 ans à poil dans un film. Ouais, ça commence à changer. Ouais, il y a entre tout ce discours aussi sur le female gaze, le regard féminin au cinéma, des réalisatrices qui commencent à... Donc ça bouge doucement. Et c'est Mm. vrai qu'on trouve de plus en plus de films ou de choses dans les séries qui montrent que bah, on ose et puis en fait, bah, ça fait des très bons films, que c'est pas un sujet, que ça devrait pas être un Oui. sujet. Et Mhm. plus et Et puis moins donc, ce sera un sujet, et plus ce sera. Et c'est aussi intéressant ce que disent les Marina Tomei, c'est que c'est pas une question uniquement de. Il faut aujourd'hui qu'il y ait à l'écran une juste représentation de la société telle qu'elle est. Et c'est pas que pour que ces comédiennes aient du travail. Et ce qu'elle dit, c'est non, nous ce qu'on veut, c'est que nos filles non, et nos petites filles aient des modèles auxquels elles puissent c'est s'identifier, ça. se dire ah bah cool, à 50 ans, si je suis comme ça, ou à 60 ans, et pas qu'elles aient pas en face d'elles des créatures qui ont 60 ans mais qui ont l'air d'en avoir 25, et se dire mais c'est impossible de ressembler à ça, ça peut que être source de souffrance et de névrose corporelle, Mhm. quoi. Donc c'est vrai que ça Mhm. c'est important, se dire ces modèles-là, qui soient pas Mm. des exceptions, mais C'est ce qu'on appelle les rôles modèles. C'est une expression que j'ai apprise il n'y a pas longtemps. C'est quoi un rôle modèle? Qu'est-ce que ça pourrait être? bah c'est en fait quand on creuse, il y en a beaucoup surtout dans les arts. Si on prend les Agnès Varda ou toutes ces femmes où en fait là, je sais pas, ce n'est pas une question, elles Mm. créent, elles s'arrêtent pas de créer tant qu'elles peuvent. Mm. Ça, c'est très inspirant. Et plus il y en a, et plus il y en aura dans tous les domaines, et moins on dira, oh tiens, c'est la femme qui, cette expression, la femme, oh, il y a une femme dans le CAC 40, oh, il y a une femme là, non, il y a plein de femmes qui s'accomplissent sans que l'âge soit une question. Quand on se dira plus, ah tiens, il y a une vieille là, tiens, il y a une nana de 55 ans qui fait encore du vélo. Quand on ne se sera plus des questions, tout ça, là, il y aura vraiment quelque chose qui a changé, quoi. Quand on verra des réalisatrices, des sportives, des artistes. Donc il y a ça commence à changer, mais je pense que vraiment quand on se posera plus la question, qu'on se dira tiens pour son âge, elle a encore, elle y arrive. Tiens pour son âge, elle a réussi à s'imposer dans. Non, ce sera plus des questions. Là, il y aura vraiment quelque chose qui a changé, quoi. Donc ça, on va y arriver, je pense. Enfin, j'espère. Bah, je vous le souhaite. En tout cas, nous, on est là pour faire bouger les lignes, justement, pour que cette représentation de la femme âgée évolue et colle plus à la réalité. Parce que vous donnez des chiffres qui sont quand même incroyables. Vous dites qu'il y a 600 millions de personnes dans le monde qui ont plus de 60 ans et que ce chiffre doublera d'ici 2025, j'ai bien noté, mais 2025, c'est demain. Mais oui, on est dans un basculement démographique en particulier les économies avancées, mais pas que, même en Chine, par exemple, où la Mhm. population vieillit. Donc c'est un vrai sujet. On ne peut pas être dans ce monde-là de tête grise et qui en même temps souffre d'agisme parce que c'est que si on est un peu cynique, on peut presque dire que c'est une question d'intérêt économique vital, quoi, de, de faire en sorte que nos sociétés vieillissent en bonne santé mentale, physique et dans tous les aspects que ça implique. C'est quand même majeur. Donc c'est pas un problème secondaire. Et surtout si on met ça en lien avec les autres problématiques de réchauffement climatique, enfin tous ces défis qui nous attendent, le bien vieillir, c'est un vrai sujet. Et c'est pas que une question de physique, c'est aussi une question de représentation, de santé psychique et donc d'être bien dans l'âge, quoi. Ça peut pas se résumer à juste avoir des systèmes de santé qui tiennent le choc.
évidemment majeur, mais c'est plus large que ça, quoi. Oui, oui, il faut parler d'amour de soi et d'estime de soi aussi, quoi, de s'aimer dans son âge et s'aimer dans tous les âges. Vous disiez tout à l'heure, moi ça m'a frappé ça, la transmission des expériences de femme à femme. Moi, par exemple, je suis la fille d'une maman qui est née en 1925, qui m'a tout expliqué du processus des règles et de comment on faisait les bébés pour que je ne sois pas traumatisée comme elle l'a été le jour de ses premières règles. Mais par contre, sa transmission s'est arrêtée à la ménopause. Il y a quand même encore ce tabou de la fin de la fertilité féminine. Et, euh, et du coup, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais oui, faut expliquer absolument aux jeunes femmes que la vieillesse, c'est pas la fin du monde. Qu'on peut être vieux et en forme et dynamique et agissant et désirant et qu'on vit nos vies à 300%, quoi. Comment on peut faire passer ce message? Bah, encore une fois, je trouve que c'est par les exemples dans les femmes Ouais, que... les fameux rôles modèles, Oui, ouais. Mm. et puis Mm. évidemment, dans tous les témoignages que j'ai eus, il y a des choses très, très contrastées, mais il y a aussi beaucoup, ce qui ressortait, c'est cette idée que, et moi ça m'a beaucoup inspiré, que plus les années passent et plus on sait qui on est, on sait ce qu'on vaut, Mm. on sait ce dont on est Mm. capable, on a fait Mm. ses preuves, donc on a à peu près plus rien beaucoup moins de cette pression du regard de la réussite, voilà. Et donc je crois que c'est Evelyne Blondano qui me disait ça. J'ai l'impression de retrouver cette espèce de liberté adolescente de dire je m'en fous et je vous emmerde. Et ce truc Mm. bah oui, ça c'est pas grave, qui est plus difficile à assumer quand on a 30 ans et qu'on a encore des gros doutes sur ce qu'on vaut. Enfin, cette forme de liberté retrouvée, moi, j'y ai beaucoup réfléchi. Et j'ai aussi beaucoup essayé de comprendre qu'est-ce qui fait que des femmes ressentent ça, avec l'idée que c'est pas systématique, c'est pas paf, ça y est, 50 ans, c'est la liberté, que c'est plutôt un long chemin qui fait que passer 50 ans ou 60 ans, peu importe l'âge qu'on dit, il y a cette forme d'émancipation et cette forme de puissance. Qu'est-ce qui fait que des femmes construisent ce chemin-là qui commence en fait bien avant et qui s'accomplit et s'aboutit avec l'âge? En fait, c'est une émancipation qui commence avant et donc qui commence le plus tôt possible. Et donc, qu'est-ce qui peut faire que les jeunes femmes, le plus tôt possible, commencent à réfléchir, à prendre un peu de distance par rapport aux injonctions, apprendre ce Mm. qu'il y a de bon parfois dans les injonctions à la réussite, à l'indépendance féminine. Évidemment, il y a cette pression dans nos pays, mais c'est positif quand on regarde d'autres pays où il n'y a pas la possibilité d'être indépendante quand on est une femme. Donc, comment prendre, mais comment garder un peu de distance et comment faire sa soupe à soi dans tout ça Mm. pour avoir ce chemin d'émancipation le plus tôt possible. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de Mm. matière à réflexion personnelle et voilà, et tout sans nier que, comme vous disiez tout à l'heure, personne n'est jamais ravi de vieillir parce que ça peut aussi être synonyme de santé, de problèmes de santé, enfin, toutes ces choses-là qui ne sont pas à éclipser non plus. Mais en Mhm. prenant soin de soi et en faisant aussi ce qu'il faut, on peut quand même être en condition de cultiver sa santé et d'avoir une espérance de vie en bonne santé qui est quand même importante, quoi. Donc c'est vrai que toutes ces réflexions-là, ça se dit, bon, bah, en fait, il faut se préoccuper de ça le plus tôt possible et pas De bonheur. ouais, Mm. pour être sur ce chemin d'émancipation qui, en fait, dépasse la question de l'âge, en fait. Mais oui. C'est bien au-delà, mais c'est ça aussi qui est difficile parce qu'on est dans des sociétés extrêmement contraignantes. Bon, nous, on se focalise autour de la question de l'âge, qui est une question centrale, mais les injonctions, elles sont partout et pour tout le monde. Les hommes aussi subissent des Bien sûr. injonctions, pardon, très très fortes, parce qu'un homme, ça doit être comme Ah ci et oui. comme ça et mana. C'est de toute façon extrêmement difficile. Et là, du coup, alors je disais que vous étiez allé dans la sociologie, dans l'économie, dans l'histoire. On peut aussi aller dans la philosophie. Et vous parlez beaucoup de Simone de Beauvoir, vous citez beaucoup Simone de Beauvoir, qui dit justement que ou c'est vous qui l'écrivez, qu'elle s'affirme avec l'invisibilisation. Parce que tout le monde pleure autour du fait qu'arrivé à un certain âge, on devient invisible. Vous citez une femme
qui dit que les hommes de moins de 60 ans ne la regardent plus et que c'est leur indifférence qui est son vieillissement. C'est horrible. Bah, Et à l'inverse, vous avez Simone de Beauvoir qui dit « Plus personne ne nous porte la moindre attention, libérés de ce regard scrutateur, toujours dans le jugement, nous pouvons enfin vivre pour nous, faire ce qui nous plaît. Et c'est une délivrance. » Donc c'est ça le message. C'est les filles, mais détendez-vous, vous êtes vivantes et vous allez voir comme ça va être super d'être vieille. C'est vrai que dans les témoignages que j'ai eus, il y a toujours cette ambivalence avec ce côté, c'est-à-dire, tiens, tout d'un coup, je suis plus regardée, mais finalement, Mais tant mieux. ça me déplaisait pas complètement. Et puis, celles qui disent, mais en même temps, je suis peinard, et puis, Oui. c'est pas grave, et puis, j'ai d'autres relations. Et c'est étonnant, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit ça. Finalement, de plus avoir ce poids, cette espèce aussi de retenue par rapport aux hommes, parce que toujours ce rapport de séduction qui peut compliquer, il n'y a plus ça, finalement, c'est une autre façon de nouer des relations aussi avec les hommes, avec les femmes aussi. Quand il n'y a plus cette couche-là, tout ce jeu social autour qui peut être compliqué. Et la concurrence. Ouais, donc en fait, il y a aussi beaucoup de femmes qui disent c'est une façon différente de redécouvrir la relation à l'autre. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi avec toutes les ambiguïtés, les difficultés que ça peut être. Ça peut être agréable, parfois ça peut être moins agréable. C'est une des femmes que j'ai eues aussi qui m'a dit ça, dit j'ai l'impression d'être devenue pour tous les hommes de mon âge un pote et plus une femme. Et que les femmes, oui. D'être éteintes. Et les femmes, c'est les femmes de 20 ans de moins. Et moi, je suis devenue un pote. Alors, c'est sympa, mais en même temps, c'est quand même un peu pas tous les jours. Donc, ça aussi, je trouvais ça intéressant. On me dit, bah oui, il y a cet aspect, notre mode de relation. Alors, pas tous. Elle, c'était dans son petit milieu culturel particulier où elle ressentait ça et que ça l'agaçait un peu. Elle avait avec beaucoup d'humour, mais voilà, donc c'est aussi tout ça parfois un peu ambivalent, mais c'est vrai que cet espace de liberté là retrouvé, c'est ça qu'il faut, comme vous disiez, qu'il faut dire, c'est que c'est pas une invisibilisation, c'est une liberté, et puis en fait, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on est invisibilisé aussi quand on est femme ou quand on est quand on n'est pas dans la norme, quoi, quand on est trop gros, trop si, ou handicapé, ou trop. Donc bon, vivons en essayant de trouver l'espace à soi. Alors là, je vois un commentaire. Que faut-il penser des demandes de certaines femmes qui voudraient des espaces réservés pour faire leur gym ou aller à la piscine? Ah, ça, c'est un autre vaste sujet. Plus de mixité. Ouais, c'est un autre sujet, ça. Ouais, c'est des sujets difficiles, je trouve, parce que c'est des demandes légitimes, on comprend très très bien pourquoi. Après, c'est toujours est-ce que si on ouvre cette porte-là, où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on met à mal notre idéal républicain, universaliste, qui est quand même bien débréché par d'autres endroits? Donc je trouve que c'est des questions difficiles. Moi, j'arrive pas à avoir des avis arrêtés. J'ai vraiment l'impression d'être encore dans des réflexions, de me dire, bon, c'est pas facile. Il y a certains cas, c'est évident, il y a certains cas, c'est moins évident. Enfin voilà, là, c'est vraiment la journaliste qui dit, oula, moi, j'ai pas travaillé ce sujet assez en profondeur pour avoir un avis éclairé et pas dire un peu des. Ouais, c'est vraiment des sujets difficiles. Ça renvoie au fait que les femmes sont toujours mal à l'aise avec leur corps, même si elles ont un corps parfait, elles sont complexées. Oui. Moi, j'ai une belle-mère de plus de 80 ans, j'ai dû batailler avec elle pour qu'elle se remette en maillot de bain sur la plage et qu'elle profite de la plage l'été et des bains de mer parce qu'elle se privait de ce bonheur juste par rapport à son corps qui était un corps de vieille femme. On en revient à ces messages, je pense, de renforcement de soi-même et de se dire, mais vous êtes comme vous êtes, vous n'êtes pas des monstres, tout va bien, détendez-vous et profitez de la vie. Et je vois une question, à partir de quel âge les jeunes femmes commencent à avoir peur des rides de vieillir, mais très tôt. Je pense que je disais dans les débuts de l'enquête, je voyais des jeunes femmes autour de moi de 20 ans commencer à me dire, je commence à acheter des crèmes et tout, machin, j'ai la phobie de vieillir. Et ça m'a terrifiée, parce que donc c'est les 3/4 du reste de sa vie, elle va avoir cette angoisse-là, latente. Et Instagram, je trouve que c'est très ambivalent, comme Internet de manière générale, parce que d'un côté, il y a des comptes
comme le vôtre, de mannequins de plus de 50 ans qui s'affirment, qui existent, qui ont une communauté. Et en face de ça, il y a aussi des comptes de jeunes femmes avec des filtres, avec des corps retouchés, des photos extrêmement travaillées, bidouillées. Donc en fait, on peut s'enfermer dans une bulle où on n'a que ces modèles de jeunes femmes auxquels il est impossible de ressembler. Et ça va plutôt intensifier euh, ces angoisses-là. Et d'autres modèles, mais qu'on peut ne pas regarder si on est sur son tunnel. Donc c'est un peu comme, c'est je trouve, à l'image d'Internet, où on a tout qui est disponible en termes d'information et d'ouverture. Mais si on choisit de regarder que les sites qui nous confirment dans nos peurs ou nos... Voilà, donc c'est très Le ambivalent. piège se referme à ce moment-là. Ouais. Et on est encore plus prisonnier de ces représentations-là. Mais vous dites, pardon, à un moment dans le livre, j'ai beaucoup de questions et j'ai pas forcément les réponses. Et j'ai trouvé ça un petit peu effrayant. Je me suis dit, bon, alors on a un spectre très large, on va voir différents aspects de notre société, où effectivement, je le redis, on est toujours dans les mêmes constats, les mêmes conclusions. Comment se fait-il qu'on n'ait pas de meilleures réponses? Je pense qu'on ne peut pas avoir des réponses sur tout, parce que le jour où on dit, voilà, j'ai fait le tour d'un sujet, j'ai toutes les réponses, bon, moi, c'est la fin de la pensée, je trouve. Donc, moi, sur l'âge, il y a plein d'aspects où que j'ai pas encore vraiment investi, j'ai pas encore vraiment compris. Tout ce qui est le grand âge que j'ai pas creusé dans ce livre, les EHPAD, ce qui se passe dans les EHPAD avec les corps, qui est pour moi un autre sujet en soi qui est énorme, euh, sur lesquels j'ai pas encore creusé. C'est pour ça que je dis j'ai pas toutes les réponses et j'ai encore beaucoup de questions auxquelles j'ai pas répondu, mais je pense que ou là c'est peut-être un biais de journaliste qui m'en touche, mais je crois que c'est très difficile d'avoir les réponses sur tout. Et puis il y a plein de choses que je suis même peut-être pas sûre d'avoir vraiment fait le tour ou d'avoir vraiment compris. Il y a certainement des choses ou des moments où on me dit mais tiens ça, est-ce que tu es sûre? Et puis je dis bah je sais pas. Par exemple, euh, c'est forcément un livre qui sera très centré sur la France, sur l'Europe, les États-Unis, beaucoup moins sur ce qui peut se passer dans d'autres pays, que j'ai un peu évoqué en regardant les travaux de Cécile Charlap qui parle de la ménopause, du fait que c'est quelque chose de très relatif selon les époques et les cultures. Ça manque beaucoup de choses à regarder aussi du côté des autres cultures et la façon dont ça a évolué. Donc c'est pour ça que je disais que j'ai pas toutes les réponses, parce que le champ, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec la question de l'âge, et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce bouquin, c'est que c'est pas une question qui concerne uniquement les femmes âgées, c'est une question des normes qui font le pilier de ce qu'est notre société aujourd'hui, c'est vraiment ça, en fait. Donc dès qu'on ouvre une porte, on en ouvre une autre, on en ouvre une autre, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment il y a le patriarcat s'est construit, où est-ce que ça a commencé? Donc je dis c'est sans fin, et c'est ce qui est intéressant avec ce sujet, c'est que ça ouvre. Il y a un moment je commence à parler d'archéologie dans le bouquin, je me dis je vais m'arrêter là parce que je vais remonter au temps des dinosaures. Donc c'est Mais alors, moi, c'est un des passages que j'ai préféré dans votre livre et je l'ai noté dans mes notes pour l'aborder avec vous. C'est la normalisation de l'histoire par le regard masculin, encore une fois. Vous parlez d'une tombe viking qui est mise au jour avec des armes autour de la dépouille et tout le monde est persuadé que c'est un homme qui est enterré là et en réalité, c'est une femme. Ah ça, c'est l'éternel, enfin le sujet qui commence à être bien documenté maintenant, qui fait que les historiens, mais pas que, les historiens de l'art, les archéologues, euh, voient le monde avec les lunettes patriarcales, et donc quand ils voient une tombe guerrière, c'est forcément un homme. Quand ils voient une grande œuvre des pyramides ou je ne sais quoi, là, je dis, pas des hommes, bah, ce sera forcément des hommes qui l'ont construit. Donc le fait de voir l'histoire ou la science avec ces lunettes-là fait qu'il y a toute une partie de l'histoire qui est restée à côté, y compris la contribution des femmes. Et quand on parle de l'économie, qui est aussi mon domaine par ailleurs, il y a un moment, quand on a construit les normes de mesure de l'activité économique, on a décidé, les pères de la théorie économique, que le travail productif, c'est celui des hommes et pas celui des femmes. Donc, celui qui vend la baguette de pain, ça compte dans le PIB et dans la mesure de l'économie, mais la femme qui garde
ses enfants à la maison ou qui fabrique le repas pour son mari, ça compte pas. Ça, c'est énorme. C'est une décision. C'est pas, ça ne va pas de soi, en fait, quand on y réfléchit. Et ça marque encore très fort nos sociétés. Donc ça, c'est là aussi ces lunettes masculines qui sont aussi à la base de l'agisme et de la question de la représentation de l'âge des femmes. C'est pour ça que j'ai fait un peu ces détours parfois sur ça, parce que ça me semble pas si éloigné, parce que si on parle de la dévalorisation, de la non prise en compte du travail féminin, ça explique aussi pourquoi il y a ces écarts de salaire et pourquoi à la retraite, les femmes sont plus pauvres. Donc on en revient à la question de l'âge des femmes encore sur l'aspect économique, quoi. Et j'ajouterais qu'à une époque, la femme du boulanger qui était derrière la caisse, son travail n'était même pas pris en considération. Moi, je suis fille de commerçant et à l'école, on nous demandait profession des parents. Et comme je ne savais pas comment expliquer pour ma mère, j'ai dit, elle aide mon papa dans son entreprise. Et on m'a dit, bah non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, il faut que tu dises sans profession. Et je leur ai dit, mais je te vois tous les matins, tu te lèves, tu travailles, comment je peux dire que tu es sans profession, quoi. Sont des choses qui frappent, effectivement, qui montrent à quel point l'emprise masculine est très très forte sur nos sociétés. C'est pour ça que je n'avais pas compris cette phrase où vous n'aviez pas les réponses, parce que il y a tellement de questions qui se posent, et je pense que si on veut aider les plus jeunes femmes à accepter d'avoir des rides, à accepter d'avancer en âge, à se dire que leur vie va être magnifique passé 50 ans et qu'elles vont s'éclater et être comme votre grand-mère Léa, porter des blousons en cuir et des casquettes et emmerder le monde. Il faut que ça commence maintenant, quoi. Il faut qu'on leur donne des clés, des réponses, des chemins à suivre. Oui, et puis surtout, il y a aussi une chose qui peut être un peu parlante, c'est que toute cette énergie consacrée à lutter contre les rides, alors évidemment, il faut prendre soin de soi, évidemment, on peut faire des choses, mais c'est une question de mesure. Si ça bouffe 80% du temps de cerveau et 80% du porte-monnaie, et ben tout ça, c'est du temps et de l'argent qu'on ne consacre pas à autre chose. Beaucoup plus enrichissant et important. Ça, je pense que ça peut aussi parler, se dire, mais attends, cet argent-là, ce temps-là, c'est du temps que tu ne passes pas à te cultiver, ou alors avancer professionnellement, ou t'accomplir dans d'autres domaines. Et ça aussi, c'est quand même un sacré truc qui pèse sur le dos des femmes, toute cette énergie-là qui n'est pas mise à autre chose. Déjà, et l'énergie et le temps qu'on passe à se détester aussi. Oui. C'est quand même un sacré gâchis. Mais oui, carrément. Et ça, enfin, mon expérience à moi, ça a été comme Simone de Beauvoir, une libération, parce que je me suis dit, ok, maintenant j'ai un certain âge, j'ai le droit d'avoir de la cellulite, j'ai le droit d'avoir des gros bras, j'ai le droit, voilà, de plus être parfaite, parce que de toute façon, à l'âge que j'ai, tout le monde s'en fout, et je suis enfin tranquille avec ça. C'est cette libération. Et Belinda Cannon, elle en parle, alors elle, plus au niveau intellectuel, elle dit vieillir est une jouissance, c'est la montée en force intellectuelle et sociale. Je me sens puissante et on m'écoute. Ça, c'est très vrai dans les professions intellectuelles, notamment les enseignantes. C'est parce qu'elle est prof d'université. Où elle dit, alors non seulement elle a accumulé un savoir et une expérience qui fait qu'elle est sûre d'elle par rapport à son bagage, et puis en plus, elle est sûre d'elle aussi parce qu'il n'y a plus ces hésitations de jeunesse qui existent aussi chez les hommes, évidemment, mais qui sont quand même peut-être un peu plus fortes chez les femmes parce qu'il y a aussi le regard sur le corps qui fait que c'est encore plus compliqué de s'assumer intellectuellement au début quand on prend la parole, quand on est une jeune femme, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est intéressant de voir aussi cette puissance intellectuelle qu'on peut voir chez plein d'autres femmes comme ça, Laura Adler évidemment, enfin on le sent très fort, et ça c'est inspirant de se dire bon bah voilà, c'est après une vie de travaux, de recherche et de réflexion, quand même plus grand chose qui peut leur mettre des bâtons dans les roues, quoi. Oui, c'est l'épanouissement total, et je dirais même si vous avez un employeur, alors ça peut être une université, une chaîne de radio, n'importe quoi qui décrète que vous êtes trouvé. Laura Adler disait en interview qu'elle avait dit à la PDG de Radio France qu'elle ne voulait pas faire la saison de trop. Mais quelle saison de trop, quoi? Parce qu'il y aurait un moment où elle a 70 ans, alors il y a 72, ce qu'elle fait très très bien, elle pourra plus le faire, enfin ça n'a pas de sens.
ah mince, j'ai encore perdu le fil de ma pensée. Euh, cette libération, cette assurance, voilà. Et même si à un moment donné vous avez un employeur qui veut plus de vous, mais c'est pas grave parce que vos savoir-faire et vos compétences et tout ce que vous êtes, ça va continuer. Bien sûr. Oui, oui. Alors ça me fait penser à une anecdote que vous racontez. Vous tombez sur un économiste de haut vol, vous dites, c'est lui qui vous dit, dites donc ma petite, va falloir penser à faire des bébés rapidement. Bah oui, ça c'est, je pense que c'est un grand classique que auprès de toute femme ont ressenti, que ce soit professionnellement ou dans la famille ou autre, cette idée que bah il y a l'horloge biologique et donc il y a un moment, il faut quand même penser à bah, peut-être ou pas, ou Oui, pourquoi pas plus tard, et pourquoi on ne pose pas la même question aux jeunes hommes dans ce cas-là, oui, parce que c'est moi c'est ça qui m'a fait bondir. Je me suis dit mais purée, mais bien sûr. jamais on ne posera cette question à un jeune homme, ou alors ce sera vous êtes papa, sous le côté attendri comme ça, mais sans Mm. penser que ça va avoir un impact potentiellement sur sa carrière et sur. Donc c'est pas le même regard encore, ça commence à changer, etc. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de Mais boulot non, de ce côté-là, hein, c'est sûr. mais oui, au 21e siècle, moi, il y a quelques années, j'avais bien 40-45 ans, donc on voyait que j'étais plus le perdreau de l'année quand même, quoi. Un gars, alors c'était un déjeuner à la préfecture, il y avait un monde fou et plein de collègues à ma table. Et le secrétaire général de la préfecture qui me dit madame ou mademoiselle. Je lui dis bah, appelez-moi monsieur et comme ça tout le monde sera content. Alors tous les collègues étaient scotchés autour de la table, ils n'en revenaient pas de ma réponse. Mais bon, à un moment donné, faut arrêter avec cette façon de s'immiscer dans la vie privée des femmes, en fait. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est disponible? Tiens, je me la ferais bien. Tiens, celle-là, elle n'a pas d'enfant. Comment ça se fait? J'ai une autre anecdote C'est- comme ça, c'est un autre, Oui. pas un économiste, mais une autre personne, on va dire, voilà, de poids, de professionnel, me dit, je crois que j'avais pas, je devais avoir 36 ans, j'avais pas encore eu mon fils que j'ai eu à 37 ans, du coup, ou 38, bref, peu importe, juste après. Ah, Et mais il me donc dit, vous avez suivi son conseil, alors. oui, mais pour tout à c'est pas parce qu'il me l'a, voilà, pour des raisons tout à fait autres. Et donc cet homme-là, avant que je sois enceinte, me dit, t'as raison de ne pas avoir fait d'enfant, hein, parce que ma fille, elle en a eu une, c'était fini, hein, après, hein, elle a eu des enfants, c'était fini, sa carrière, tout ça. Et moi, j'avais envie de dire, mais donc tu crois qu'une femme, quand elle a des enfants, la carrière, c'est fini, dire, on est quand même Mm, dans des pays de privilégiés où c'est possible mm, au mm. XXIe De siècle, faire en les deux. France, d'avoir Mm, des enfants et de continuer une carrière. Et puis, il y a plein mm, d'exemples. Et ça m'avait mm. pas révolté de la même façon. Je dis, mais alors, ils pensaient comme si c'était bienveillant. Genre, mais t'as raison de pas avoir fait d'enfants, pas t'emmerder. Oui. Et si j'ai envie d'en faire, si j'ai envie d'en faire trois et d'avoir une carrière, et si j'ai envie d'en faire quatre, d'avoir. Et Mercedes Serra, qui est la patronne d'une agence de pub, elle a 5 enfants. Elle Mm, a un mari qui s'occupe des enfants à la maison. Mais c'est très bien. Donc aussi, ce truc de. Le jugement, c'est un peu dans tous les sens, quoi. Il y a le côté, elle en a pas fait, elle a réussi grâce à ça, ou elle en a fait, mais encore une fois, merde, quoi. Laisser les femmes tranquilles, mm. faire ce qu'elles veulent. Et puis, encore une fois, on est dans un pays, un continent où c'est possible de faire les deux, quoi. Alors, l'horloge biologique, posez donc la question aux hommes et arrêtez de. Enfin, je trouve ça. Voilà, encore une fois, on en va, c'est ces questions qu'on réserve aux femmes, quoi. C'est On a le ça. droit de s'occuper de leur intimité et de leur désir de C'est grossesse ou ça. pas. Voilà. Alors, Voilà. parfois, c'est. Ce qui est choquant, c'est cette Oui, c'est intrusion ça. dans l'intimité des femmes. Il faut Voilà. tout Et permettre. quel que soit leur âge, parce que, alors, quand on est jeune, c'est quand est-ce que tu te maries. Après, c'est quand est-ce que tu fais un bébé. Et quand on est vieille, c'est qu'est-ce que tu fais encore là, Ouais. Et les rentre petits-enfants. chez toi. Ouais. Et puis la ménopause, alors toutes les réflexions sur les bouffées de chaleur et tout ça, comme si c'était une source de rigolade, ça suffit quoi. Il faut que chacun reste à sa place et qu'on comprenne qu'il y a des limites à pas franchir. Voilà, l'intime c'est l'intime et occupe-toi de tes fesses, on a envie de Oui, lui dire à ce c'est gars-là. ça. Ou alors, tu dis, mais alors, vous, la prostate, ça se passe comment? Oui, voilà, c'est ça. Et vous, la calvitie, le bide qui pousse, ça va bien? Mais en même temps, voilà, on en vient à une espèce d'affrontement entre sexes et c'est Ben dommage non, oui, aussi c'est pas l'idée. Ouais. que, ouais, que ça dévie là-dessus parce que, encore une fois, les temps peuvent être durs aussi pour Bien les sûr, hommes et ça peut être aussi difficile de vieillir pour les hommes. Donc, tout moi, à j'ai pas fait. envie qu'on tombe dans cet affrontement. Mais le fait est
que les hommes se permettent beaucoup plus de choses avec les femmes, jeunes ou moins jeunes, avec des hommes. Enfin, on se souvient quand Ségolène Royal a voulu être candidate au présidentiel. Alors Fabius dit qu'il n'a jamais dit ça, mais l'entendre dire et qui va s'occuper des enfants, quoi. Et toi qui s'est occupé des tiens qui ont fait de la tôle. Bon, voilà. Donc, pas de réponse parce que trop de questions. Oui, c'est ça. Mais quand même des lignes qui bougent. Des lignes qui bougent. Quand même des choses qui avancent. Et moi, je voulais vous demander, bon, vous êtes parti d'un point A, ce fameux jour chez la dermato, où vous êtes enfui avec des traits sur le visage. Qu'est-ce que ce travail vous a apporté à vous? Est-ce que ça vous a transformé? Est-ce que ça a changé votre vision du monde et de la vieillesse? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous a renforcé dans vos convictions? Ah non, j'ai beaucoup appris déjà de toutes les femmes que j'ai rencontrées parce que c'est une vraie nourriture, quoi, les rencontres et les échanges et de voir à quel point tous ces sujets-là sont complexes et qu'en même temps, tout ce que je disais tout à l'heure, cette idée, ce travail, le fait de se sentir bien, émancipé, libre avec les années, ça implique aussi de travailler dès maintenant à ça et de prendre la distance par rapport à ces injonctions, les retourner, voir qu'en faire, comment se débrouiller avec ça. Moi, je me suis dit, mais ça, je veux le faire maintenant pour me sentir libre le plus tôt possible et ressembler à ces femmes superbes que j'ai pu croiser, que ce soit Belinda Cannon, Ariane Mouchkine ou même dans d'autres des registres très différents, Marina Tomei que j'ai adoré. Enfin, je me dis, waouh, quand même, j'aimerais bien être comme elle. En fait, c'est des Léa, quoi. Donc, je me dis, il y a tellement de ces femmes-là. Et puis, j'ai envie que les jeunes femmes, qu'elles aient un engagement féministe formulé déjà ou naissant, ou que ces réflexions-là ne les aient pas encore effleurées, bah, qu'elles ne tombent pas trop dans les pièges de ces injonctions-là et ce regard intériorisé et dictatorial sur le corps. Parce qu'encore une fois, c'est tellement de douleur et de souffrance vaine. Inutile. Donc oui, je me sens, je regarde tous ces sujets-là avec beaucoup plus de joie et puis de se dire, bon, bah voilà, on peut mettre de la légèreté dans tout ça. Ce qui est important, c'est ce pas de côté aussi, voilà, ces chemins à construire. Et puis j'ai trouvé, ouais, c'est ce qui est formidable dans mon métier aussi, c'est ces rencontres-là, se dire, bon, bah ouais, j'ai quand même de la chance, quoi. Très bien. Donc, vous serez une vieille dame comment? Une vieille dame indigne, une vieille dame rock'n'roll, une vieille dame vivante? Ah bah oui, vivante et puissante, j'espère. Et puis, puissante, oui. Et puis, ouais, trouver ma façon d'être à moi, en bonne santé, j'espère aussi, évidemment, parce que c'est important. Et puis, et puis de transmettre ça le plus possible, quoi. Très bien, bah, merci beaucoup Marie d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous parce que vous étiez très occupée aujourd'hui, donc c'est pas forcément facile, mais c'était super agréable de parler avec vous et d'avoir ce moment d'échange. Et c'est le moment où je vais aller dans les Je participe pour tirer notre gagnante au sort. Alors, est-ce que j'en trouve un? Tous les commentaires s'empilent les uns sur les autres. Vous en voyez, vous pouvez scroller aussi. Je vais regarder, j'ai vu passer un Je participe. Alors, allez-y, c'est vous qui allez faire le tirage au sort, du coup. Alors, il faut que je le retrouve aussi, parce que c'est vrai que... tac, tac, tac. C'est dommage qu'on perde les commentaires une fois que le live est fini. Je vois des Catherine, cette douceur de Valérie qui vous fait des compliments. Merci. Ah, il y en a beaucoup, alors c'est difficile. Ah ben oui. Bah, faut fermer les yeux, faut en taper une. Allez, je vous laisse faire, Marie. Hop, alors je vois écaille de tortue. Eh ben super. Écaille de tortue, êtes-vous là? Alors, écaille de tortue, tac, tac, tac. Si elle n'est plus là, faudra... Ah, je l'ai vu, écaille de tortue, effectivement, je viens de la passer.
Différence entre les femmes qui travaillent et celles comme moi qui sont à la retraite, d'ailleurs, elle nous a mis en commentaire. Ouais. Et là, un autre. Parce que les hommes s'occupent encore beaucoup moins des enfants et ils peuvent avoir des enfants très tard, c'est même très valorisant. Ouais. Bon, bah, je pense que elle est mûre pour recevoir le livre et le lire. Écaille de tortue, ben, on lui enverra un petit message après. Voilà. Donc, Écaille de tortue, on va entrer en contact avec vous pour que vous nous donniez vos coordonnées, que vous puissiez recevoir le livre de Marie. Et il y aura un tome 2? Je sais pas, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir fait un premier bon tour de la question, mais qui sait, dans quelques années clair. aussi, le temps que je continue de m'enrichir, si, peut-être, pourquoi pas, qui sait. En tout cas, c'est ce que j'avais dit avec Josiane Assmann, notamment à propos du livre de Laura Adler, La voyageuse de nuit, c'est que je pense que une des choses qu'on peut apporter aux jeunes générations, c'est d'incarner ces questions. Que ce soit pas que des références intellectuelles ou des recherches en bibliothèque. Et vous, vous avez réussi ça dans votre livre. Il y a énormément de références, il y a énormément de lectures, de recherches que vous avez faites, mais c'est très incarné. Votre livre aussi. Et on voit, on se représente les femmes à qui vous donnez la parole, on vous imagine vous aussi dans ce livre et je pense que c'est ça aussi qui compte, c'est peut-être juste nous faire le récit de comment vous allez avancer en âge, comment vous allez incarner cette question-là. Je pense que ce sera important pour les plus jeunes femmes. Je voulais qu'on termine avec une petite bibliographie éventuellement. Vous avez réfléchi à ce que vous avez envie de recommander comme livre en complément du vôtre? Oui, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, que je cite dans le livre, qui s'appelle Juvenia, de Nathalie Azoulay, où en fait elle s'amuse à pousser à l'extrême cette histoire d'hommes quinquas qui quittent leur femme pour des petites jeunes de 20 ans ou autre. Elle s'est dit, mais alors, qu'est-ce qui se passerait si, dans un pays imaginaire, Juvenia, c'était interdit par la loi. Interdit maintenant, les hommes, ils n'ont plus le droit de partir, de quitter leur femme pour des femmes plus jeunes. Et alors, les femmes plus jeunes qui sont séduites par des hommes plus âgés parce qu'elles y voient des mentors ou peut-être dans le milieu des cinémas, elles pensent que ça va leur ouvrir des portes, elles vont aller dans des rééducations pour nourrir une ambition personnelle qui ne soit pas liée aux hommes, et les hommes devront aller dans des rééducations pour aimer les femmes de leur âge. Et en fait, ce qui est super drôle dans ce c'est que c'est très drôle, c'est qu'elle c'est jamais, elle se moque un peu de tout le monde, des jeunes, des hommes, des femmes quittées, et donc elle arrive à faire quelque chose de subtil, de drôle, et en même temps un petit peu piquant, où tout le monde on prend des petites piques en voit pour son compte, mais en même temps elle met le doigt aussi sur des choses assez intelligentes, quoi. Donc c'est un livre qui est plutôt bien fait, je trouve, et qui a le mérite de quand même parler de ces questions aussi, en un peu le principe de pousser les choses à l'extrême, quoi. Ça se lit bien, c'est assez rigolo, quoi. Bon. Eh ben super, ben, Juvenia, je crois que je l'ai cherché et que je ne l'ai pas trouvé, en tout cas en version numérique. Mais Juvenia, je retiens cette recommandation. Merci beaucoup Marie. Merci à vous. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci pour votre livre qui fait beaucoup de bien et qui trouvera, j'espère, ces lectrices, ces jeunes femmes qui vont se libérer un petit peu de tous ces diktats. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée à vous toutes et tous. Et merci à vous toutes d'avoir participé à ce live. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.